On est heureuse de vous recevoir ici. Bienvenue au festival Faire Corps. À propos du cadre, on est heureuse de pouvoir vous présenter le concept de justice reproductive. On va avoir le temps, en 30 minutes, d'échanger entre nous, puis d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas tout du long du panel à noter vos questions. Vous aurez toute la possibilité de les poser après cela. À propos de ces échanges, on vous rappelle les valeurs qu'on souhaite pouvoir véhiculer aussi dans les prises de parole, la bienveillance, le respect des uns des autres, des unes des autres, et voilà, les propos oppressifs seront recadrés. On est là pour s'entendre et apprendre ensemble. À propos de moi, rapidement, je suis militante féministe, postcoloniale pour la justice reproductive et antivalidiste. Je suis également mère handicapée et je travaille sur les violences de genre depuis une dizaine d'années, notamment auprès des victimes. Je vais laisser mes invités se présenter. Avant cela, juste pour se réveiller un peu, je voulais vous demander, on va faire un petit geste de la main, si dans la salle, vous aviez déjà entendu parler du concept de justice reproductive. Vous pouvez faire un petit geste comme ça. Ok, c'est super. Et qui est OK pour envoyer de la force à nos deux intervenantes? C'est super, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je m'appelle Christelle Gomis. Je suis docteur en histoire. Peut-être c'est trop fort. Non, ça va. Je travaille sur la justice reproductive depuis à peu près aussi une dizaine d'années. J'ai commencé en travaillant d'abord sur les stérilisations qui ont eu lieu en Allemagne pendant l'entre-deux-guerres. Des enfants qui étaient nés d'union entre les soldats colonisés français et les femmes allemandes. Ensuite, j'ai complètement changé d'aire géographique et aussi de période. J'ai travaillé sur comment faire famille en Angleterre après la Seconde Guerre mondiale, et je me suis intéressée en particulier aux familles caribéennes et la manière dont elles ont été accueillies ou non accueillies au Royaume-Uni, et en particulier comment ces familles ont petit à petit essayé de combattre le racisme dans les écoles londoniennes. Voilà. Et depuis quelques temps, je fais partie d'un collectif de recherche, avec Rosa qui est à ma droite, et avec Mounia El-Kotni qui est dans la salle. Et c'est pour essayer de réfléchir à la manière dont le concept de justice reproductive pourrait éclairer les luttes qui ont lieu en ce moment en France. Merci beaucoup, Christelle. À toi, Rosa Muriel. C'est bon, tu peux parler allumé. C'est bon, vous m'entendez? Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Rosa Muriel Mestanza. Je suis militante féministe et je suis péruvienne aussi. Et là, je suis doctorante en sociologie et genre. Et je travaille sur les stérilisations forcées qu'il y a eu au Pérou dans les années 90. Des stérilisations massives qui ont concerné 300 000 femmes et hommes, mais 92% des femmes. Et je m'intéresse à ce sujet-là parce que, comme je suis péruvienne et militante depuis que j'étais jeune, j'entendais parler de ça, et en fait, c'était pas un sujet à cette époque-là. Et c'était quelque chose qui m'avait indignée. Quand j'ai repris mes études en sociologie, j'ai voulu travailler sur ce sujet-là. Et du coup, ça fait 7 ans que je fais de la recherche sur les stérilisations forcées. Et je fais du coup aussi partie du groupe de recherche justice reproductive avec Christelle et Mounia et d'autres collègues. Voilà. Merci à toi, Rosa Muriel. Pour commencer, je voulais vous demander tout simplement d'où vient le concept de justice reproductive et selon vous, est-ce que c'est un changement d'approche? Alors, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous ont entendu parler du concept. Il naît dans les années 90 sous la pression de deux événements, ou de deux processus. Le premier, c'est les femmes non blanches aux États-Unis qui se rendent compte que les mouvements pour les droits reproductifs
qui signifie quelque chose de différent de justice reproductive, se rendent compte que les personnes qui luttent pour les droits reproductifs, la manière dont ils sont conceptualisés, les personnes qui sont mises en avant sont rarement des personnes qui viennent des classes moyennes et encore moins des personnes qui viennent de milieux marginalisés, en d'autres termes, qui privilégient les expériences des femmes blanches. Donc, à partir de la fin, dès les années 70, mais à partir de la fin des années 80 et encore plus durant les années 90, on voit essaimer plusieurs organisations qui essaient de changer la focale, de multiplier, de faire augmenter les militantes non blanches dans les organisations nationales telles que NOW, donc National Organization for Women, qui était le fer de lance pour les droits, pour le droit, à l'avortement. Et elles se rendent compte qu'elles sont pas entendues. Elles sont pas entendues localement, elles sont pas entendues régionalement, et surtout pas au niveau national. Donc, Qu'est-ce qu'elles demandent? D'abord, c'est d'être prises en compte au niveau national. Et ensuite, au niveau international, elles se rendent compte également que les conférences des Nations Unies, quand elles concernent la question des populations, dès qu'il s'agit de populations non blanches, le seul thème, c'est la réduction de la natalité qui est à l'ordre du jour depuis la fin des années 50. Alors, pour la conférence de 1994 au Caire, elle s'organise pour y assister et faire valoir leurs expériences. Donc au niveau des États-Unis d'abord, mais également en conjonction avec d'autres problématiques que Rosa va aborder un peu plus tard. Mais c'est aussi bien un contexte national qu'international. Et du coup, elles essayent de montrer que pour la plupart des femmes non blanches, en fait, l'avortement, ce n'est pas l'issue, ce n'est pas le problème principal. Elles mettent d'abord en avant les expériences de stérilisation. Donc, il y a l'expérience du Pérou. Mais alors, aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été assez généralisé, en particulier pour les femmes noires. Donc, l'une des organisations principales, qui s'appelle Sister Song, elle rassemble plusieurs organisations. Donc, des organisations créées par des femmes noires, des organisations créées par des femmes latinx, latinas, des organisations de femmes natives américaines et des organisations dites de Pacific Islanders, donc c'est-à-dire des populations hawaïennes, en gros, je caricature. Mais en gros, il y a cette coalition très, très, très large, en fait, de toutes les femmes non blanches qui se réunissent pour dire que, en fait, le droit principal qu'elles voudraient faire valoir, c'est le droit à l'autonomie corporelle, le droit de faire famille quand et où et de la manière dont elles le souhaitent. Et du coup, c'est là qu'elle commence à articuler le concept de justice reproductive. Est-ce que tu peux nous présenter les 3 piliers du coup de ce concept et qu'elle déroule? Alors, le point important, c'est que justice reproductive, elle le conçoive en relation avec les droits reproductifs. Donc, le premier pilier, le premier droit, c'est celui de ne pas avoir d'enfants. Celui-là reste, et clairement, ce sont des luttes qui s'imaginent en alliance avec le droit à l'avortement. Ce n'est pas, même si ce n'est pas le droit principal qu'elle voulait mettre en avant, elle considère que ça fait totalement partie de l'élargissement que le concept leur permet. Le deuxième, c'est le droit d'avoir un enfant. Et du coup, toutes les problématiques liées autour de la stérilisation, de la promotion forcée de dispositifs intra-utérins aux conséquences ravageuses
font partie des choses qu'elles mettent en avant. Et le dernier, c'est le droit d'élever des enfants dans des conditions saines et sûres. Et ce qu'elles mettent en avant avec ce droit, c'est à quel point l'insalubrité, la pauvreté, les inégalités structurelles quand il s'agit de violences policières, et l'emprisonnement de masse, et pour le cas des femmes natives américaines, le fait que leurs enfants leur soient enlevés et placés dans des réservations, ce sont des choses ce sont des problématiques qu'elles vont mettre en avant grâce au concept de justice reproductive. Merci. Donc pour reprendre, si vous avez bien suivi, le premier pilier, donc le droit de ne pas avoir d'enfants, de façon donc à un moment ou de façon définitive, donc le droit à choisir. Par exemple, une hystérectomie, un accès à une contraception de façon libre, gratuite, et plus largement l'avortement. Le deuxième pilier, le droit à avoir un enfant ou des enfants dans des conditions sûres, donc en pleine santé, en étant respectés et de façon humanisée. Donc, ok, on veut des enfants et on veut pouvoir accoucher et donner naissance dans de bonnes conditions. Et le troisième, justice environnementale, lutte contre le racisme structurel. Ok, on veut parenter et faire famille aussi en étant épanoui, dans des conditions sûres, dans des conditions saines. Et ces trois piliers donc, sont interdépendants. Merci beaucoup. Rosa Muriel, à propos de la notion, de ce que le concept peut apporter, justement, tu en penses quoi ? Alors, moi, juste pour rajouter des petits points à ce que Christelle elle a déjà exposé, plutôt plus pour illustrer, je voulais peut-être pointer du doigt quelques exemples un peu plus concrets de ce que ça représenterait la justice reproductive et pourquoi elle a du sens et en quoi elle permet de concevoir les choses de façon dialectique et beaucoup plus complète. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de la Réunion, par exemple, pendant qu'en France, on mettait des entraves à l'avortement, à la Réunion, on faisait des stérilisations. Pendant qu'en France, on donnait accès à l'avortement, à la Réunion, on faisait des stérilisations forcées ou des avortements forcés. Au Pérou, c'est pareil. Par exemple, la politique d'État de stérilisation massive, elle s'est mise en place. C'était une politique publique d'État, soi-disant, justement, d'accès à un plan de santé reproductive et planification familiale, où, soi-disant, toutes les femmes pouvaient avoir accès à la contraception, tout type de contraception, y compris la stérilisation pour celles qui le souhaitaient. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est juste des stérilisations de masse avec des quotas du gouvernement qui demandent que tant de personnes soient stérilisées par mois. Autrement, les personnels de santé pouvaient perdre son travail ou autre type de menaces. Et du coup, toutes ces stérilisations sont concentrées toujours dans des zones rurales, paysannes, où il y avait des communautés indigènes, notamment quechua. Et par exemple, dans la capitale, il n'y en a presque pas eu. Ou dans les zones de la côte, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Donc, en fait, la question raciale, elle est centrale dans le concept de justice reproductive. Et ça permet en comprenant toute la question de la justice reproductive dans toutes ces sphères, ça permet d'avoir une vision globale sur qu'est-ce que c'est la justice reproductive. Ça ne va pas juste être une lutte pour l'avortement qui, comme elle disait Christelle, le problème c'est toujours que c'est l'expérience des femmes blanches de classe moyenne, de classe favorisée qui va être mise au centre, alors que le concept de justice reproductive, il vient bousculer tout ça et obliger de concevoir la justice reproductive comme un tout dialectique où on ne peut pas séparer stérilisation d'avortement. Comme c'est le cas par exemple au Pérou, où les mobilisations actuelles des féministes, des jeunes féministes, elles vont porter à la fois le foulard vert qui symbolise la lutte pour l'avortement, et en même temps, elles vont porter, par exemple, en manifestation, des utérus ensanglantés pour représenter les stérilisations forcées. Et du coup, c'est devenu
une lutte qui se fait ensemble, dans laquelle on ne peut pas faire soit l'une, soit l'autre. Et je trouve que c'est ça aussi la force de la justice reproductive et des luttes pour la justice reproductive. Et un autre truc que je voulais rajouter, c'est il y a aussi les différences nord-sud dans la façon dont justement toutes ces politiques de natalité peuvent s'appliquer. C'est-à-dire que les pays du Sud subissent justement ça ne se passe pas comme dans les pays du Nord, et c'est des politiques internationales avec l'ingérence impérialiste des pays du Nord qui viennent appliquer des politiques de natalité, de restriction de la natalité dans les pays du Sud, avec tout type d'excuses, par exemple au Pérou, pour que le Pérou ait accès à un prêt du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, et il fallait qu'il applique justement cette politique-là de réduction de la natalité, et donc du coup l'apparition du plan soi-disant de planification familiale qui en fait s'est transformé en 300 000 stérilisations en 4 ans, ce qui est énorme, et dans les années 90, c'est assez récent, c'est de 96 à 2000. Donc voilà, c'était juste pour donner un peu des petits exemples concrets. Désolée, j'étais un peu confuse. C'était très bien, ne t'inquiète pas. C'est vrai qu'on parle de théorie, mais ça retentit évidemment tout le temps, avec des luttes de terrain, des expériences de communautés concernées par une problématique, donc sur les droits sexuels et reproductifs, qui du coup s'appuient aussi sur le concept. Pour revenir à la deuxième question, en quoi le concept ou la notion de justice reproductive peut être un levier de justice sociale? Alors, peut-être je commencerai par dire que ce n'est pas le concept en lui-même qui est un levier de justice sociale. Le concept, il vient décrire une réalité, mais c'est les mobilisations pour la justice reproductive qui, par ailleurs, des fois ne se nomment même pas comme ça et n'utilisent même pas les mots justice et reproductive, mais qui, pour le coup, sont carrément, complètement dans le sujet des luttes pour la justice reproductive. Donc le concept, il vient nous aider à décrire une réalité, mais ce n'est pas le concept en lui-même qui va être un levier de justice sociale, mais plutôt les luttes pour la justice reproductive qui vont l'être. Et pour continuer un petit peu sur le cas du Pérou, il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, les stérilisations, elles se sont concentrées sur les communautés indigènes, quechua notamment, mais aussi de l'Amazonie, paysannes et rurales du Pérou, qui par ailleurs, beaucoup ne parlent pas bien espagnol ou ne parlent pas du tout espagnol. C'est des communautés qui, certes, ont l'habitude d'avoir des mobilisations paysannes. C'est des communautés qui peuvent lutter pour des questions de terre agricole, de droits de travail, etc. Mais en ce qui concerne le corps des femmes, ça reste quelque chose de très intime, de très pudique, et donc c'est pas quelque chose qui se parlait. Quand il y a eu le début des stérilisations au Pérou, c'était secret, personne ne voulait en parler, personne ne voulait dire qu'elle avait été stérilisée, parce que c'était une honte, et ça pouvait causer une perte de statut au sein de la communauté. Et en fait, le fait que justement il y a eu une mobilisation, que les femmes se soient rencontrées, qu'elles se soient parlées, et qu'elles se soient organisées contre les stérilisations forcées, ça leur a redonné ça leur a redonné de la force, et ça leur a redonné justement, ça leur a fait reprendre les statuts qu'elles avaient perdus, parce qu'il faut savoir que quand les femmes, elles ont été stérilisées, que par exemple leur mari a appris qu'elles avaient été stérilisées, elles étaient vues comme des personnes qui ne servent plus à rien, qui ne travaillent plus, qui ne peuvent plus travailler, alors que moi j'étais sur le terrain, je les vois tous les jours, elles font que travailler, elles travaillent tout le temps, mais elles sont considérées comme étant inutiles, complètement inutiles. Et dans ma recherche, j'ai pu observer par exemple que les stérilisations, suite à la stérilisation, il y a eu une apparition ou une augmentation des violences conjugales, des violences intracommunautaires, et une destruction un peu de l'harmonie, de l'équilibre familial, qui est aussi un équilibre économique, parce que c'est en famille qu'on travaille la terre, qu'on trouve des ressources pour subsister. Et ce qui a aussi fait que ces femmes-là, elles ont été appauvries
à cause de la stérilisation, sans compter tous les soins qu'elles ont dû faire après la stérilisation qui a été faite n'importe comment. Donc du coup, elles ont eu des séquelles de santé extrêmement importantes. Et donc voilà, j'explique tout ça pour dire que la stérilisation, elle a eu des conséquences qui ne sont pas juste le fait de ne plus pouvoir enfanter, mais des conséquences qui sont économiques, conséquences de santé, conséquences vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de leur communauté, etc. Donc tout ça, ça a fait qu'elles étaient dans un statut extrêmement fragile dans leur vie, où elles avaient perdu tout type de ressources, et la lutte pour la justice reproductive, l'organisation, la rencontre avec d'autres femmes, avec des organisations féministes, la lutte en justice, parce qu'il y a un procès qui peine un peu à se mettre en place, mais qui existe actuellement contre les responsables de ces stérilisations, dont l'ancien dictateur du Pérou, Fujimori, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, mais aussi son ancien ministre de Santé et autres responsables. Voilà, toutes ces luttes-là, en fait, ça a été un levier de justice sociale, parce que même quand on ne gagne pas la lutte, parce que là, elles ne gagnent pas du tout. Par contre, elles ne gagnent pas le procès, elles n'ont pas eu de réparation. D'autres violences qu'il y a eu pendant parce que ça s'est passé pendant le conflit armé interne au Pérou. Des autres violences qu'il y a eu pendant le conflit armé interne au Pérou ont reçu une réparation de la part de l'État. Les assassinats, les disparitions, etc. Or, les stérilisations, elles n'ont pas été prises en considération là-dedans, et elles n'ont jamais eu de réparation là-dessus. Donc, ce n'est pas une lutte qui a vraiment gagné. Elle est encore en cours depuis plus de 25 ans, plus de 30 ans même. Et elle peine à gagner. Mais, y compris quand cette lutte n'est pas une lutte qui est victorieuse pour l'instant, et on espère qu'elle le sera un jour, c'est quelque chose. Cette lutte pour la justice reproductive, elle a été un levier de justice sociale, parce qu'elle leur a permis de récupérer leur place au sein de la communauté, à récupérer le respect, parce qu'elles deviennent des dirigeantes, parce qu'elles commencent un peu à militer, à reprendre la parole, à parler à des journalistes, etc. Et voilà, et du coup, ça recrée une sorte de justice en interne, et ça contrebalance toute la violence qu'elles ont vécue et tous les problèmes que ça a pu leur apporter. Et d'un autre côté, je finis sur ça très vite, c'est que c'est quand même énorme qu'une violence aussi intime dans le corps, qui concerne l'utérus de ces femmes-là, soit devenu un sujet qui se discute publiquement et qui oblige la société péruvienne, et puis au-delà de la société péruvienne, à mettre au centre justement cette question-là, alors qu'elle était avant quelque chose de secret, dont on ne parlait pas. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que du coup, tu es parti du cas du Pérou, mais pour ramener sur une question plus générale, finalement, de l'empouvoirment face au corps médical, face à une institution judiciaire, et comment pouvoir en fait réclamer ses droits, défendre un accès à la justice ou à des soins ici non violents, par exemple, à l'information aussi sur ce qu'on peut nous faire. En termes d'accessibilité, là, il y a les questions de la langue. Mounia pourra rebondir après dans les questions, mais qui retentit beaucoup avec le terrain français, sur qui a accès à un parcours de soins de façon plein et accessible, qui peut parler la langue et le jargon médical aussi. Christelle, est-ce que tu peux nous parler, peut-être faire un petit focus sur une autre zone géographique à partir de ton expertise, pour qu'on évoque d'autres luttes qui du coup font partie de ce mouvement pour la justice reproductive? Alors moi, l'un de mes terrains favoris, mais sur lesquels je me spécialise, c'est les États-Unis, le monde anglo-saxon en règle générale, et les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc aux États-Unis, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, parce que ce sont des choses que vous connaissez assez bien. Mais je me disais que c'était pas mal de regarder pas très loin de chez nous, en fait, au Royaume-Uni, où il y a une majorité de gauche en ce moment. Et en fait, la conversation sur la justice reproductive, en fait, elle reste assez conservatrice. Même avec un personnel politique de gauche. Et en particulier, là, le débat, il est sur l'absence de remise en cause de ce qui s'appelle the two child benefit cap. Donc, c'est en fait la limitation qui est faite aux familles. En fait, à partir de 2 enfants.
de 2 enfants, elles ne peuvent plus prétendre à des prestations sociales ou à des réductions d'impôts. C'est quelque chose qui a été mis en place au début des années 2010 sous les mandatures conservatrices. Mais en fait, avec l'arrivée de Keir Starmer, c'est quelque chose qui n'est pas remis en cause, alors même qu'il y a d'un côté la préoccupation de la réduction de la population, qu'il y a de moins en moins de naissances, et de l'autre côté, il y a l'explosion de la pauvreté infantile. Donc c'est une des choses que je regarde au milieu en connexion avec la partie justice environnementale et insalubrité et l'absence de politique de logement. Et donc tout ça pour vous dire que effectivement, ce sont des luttes qui ne sont pas victorieuses en ce moment, et en particulier, ne serait-ce que même que dans les termes rhétoriques, la question de la dette publique et ce qui efface toute possibilité de parler de justice reproductive. Mais le fait est que ça devient de plus en plus difficile d'élever des enfants dans des conditions adéquates. Voilà. Donc, même pas très loin de chez nous, il y a des luttes similaires aux nôtres sur des questions très basiques. C'est pas très basique, mais sur la question des prestations sociales ou de la cantine à l'école. Ce sont des choses qui mobilisent des familles et des organisations. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est que contrairement à la France et plus proche des États-Unis, on voit des mouvements qui incluent pratiquement toutes les classes sociales et toute ethnicité, ce qui est très difficile, même en région parisienne. Merci beaucoup. C'est vrai que ce cas, finalement, de la Grande-Bretagne retentit beaucoup avec des luttes en cours. Il y a par exemple l'initiative autour de Un toit pour tous, et notamment en ce moment de maires à Montreuil qui luttent et qui se mobilisent chaque jour pour interpeller sur leurs conditions concrètement. Donc ce sont des personnes qui sont avec des enfants et qui sont trimballées de foyer en foyer, qui n'ont pas de logement décent. Cette condition sociale, voilà, en fait, qui, en France, en tout cas, il est difficile d'articuler sur sa condition et de pouvoir trouver des communautés pour que notre situation soit portée à l'agenda médiatique. C'est victorieux dans le sens où il y a quand même en ce moment des luttes. Il y a également des personnes dans les territoires ultramarins qui luttent contre la vie chère. Alors, c'est pareil, ça va prendre très longtemps, mais ce qui a été mis en avant particulièrement, c'est l'accès du coup à une eau potable, notamment pour les enfants, puisque à la rentrée scolaire l'année dernière, ou au courant de l'année, vous le savez, il y a des personnes qui ne pouvaient pas assurer à leurs enfants qu'ils n'allaient pas être empoisonnés ou alors qu'ils n'allaient pas manquer d'eau en allant à l'école la journée. Ça, c'est sur le territoire français. Donc cette question de la justice reproductive, concrètement, pour des associations comme Médecins du Monde ou des personnes mobilisées sur le terrain, elle permet de dire, OK, on va lutter pour l'accès à une PMI ou à des soins pour cette famille. Mais que fait-on quand la famille ne peut pas s'acheter un pack d'eau ou bien avoir accès à de l'eau potable, ou alors être dans un logement qui n'est pas contaminé au plomb, ou dans une école où il n'y a pas d'amiante, c'est partout dans la France. Donc ça permet d'articuler comme ça cette interdépendance avec des entraves systémiques en fait, aux droits sexuels et reproductifs. On peut parler de Mayotte aussi. À Mayotte, tu disais, Christelle, quand on échangeait, que c'était un laboratoire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors là, je me réfère à des travaux actuels, mais c'est un peu dans la lignée de ce que Rosa expliquait un peu plus tôt sur la Réunion, où il y a vraiment cette séparation entre ce qui est
entre ce qui se passe en France dite métropolitaine et ce qui se passe dans des territoires qui subissent des logiques coloniales. Je suis désolée, il n'y a pas d'autres termes possibles pour expliquer ce qui se passe. Et du coup, en ce moment, à Mayotte, et là non plus je ne vais rien vous apprendre, mais la manière dont les questions de population sont conceptualisées rappelle en particulier sont en directe lignée avec la manière dont la question de population était conceptualisée à La Réunion, qui ont la manière dont les stérilisations forcées étaient justifiées. Ce sont les mêmes termes, le même vocabulaire qu'on retrouve là maintenant dans la bouche des responsables administratifs et politiques. J'ai oublié Non, du coup, c'est vrai que c'est les mêmes termes, puisque vous savez, il y a la chercheuse oui. Myriam Faris. Myriam Paris sur La Réunion, Annabelle Salvant, Constance Rullier, Nina Sarawi. Mounia, s'il te plaît, n'hésite pas à m'aider pour les références. Mais de plus en plus d'anthropologues et d'historiennes, pour le coup, sont des femmes, se penchent sur la manière dont les dimensions coloniales, les logiques coloniales n'ont pas disparu. En fait, la manière dont les réductions, la réduction de natalité, les entraves à la contraception, les limites sur les prestations sociales, elles sont pensées dans des laboratoires en colonie et petit à petit ramenées en métropole, en fait. Donc, et elles sont capables de montrer ce mouvement entre les deux formes de territoire, et en particulier sur plusieurs décennies, des choses qui n'ont pas vraiment disparu, et je dirais parce qu'en fait elles n'ont pas vraiment été confrontées. Elles n'ont pas été vraiment confrontées. Et là, on revient sur un débat assez vieux, mais oui, l'héritage colonial français, à un moment, il va falloir s'y confronter. Merci. Effectivement, sur la situation à Mayotte, donc pour vous rappeler que le directeur de l'ARS, l'année dernière, a dit sur un plateau télé qu'il y avait une politique d'incitation à la stérilisation qui allait être proposée à des jeunes femmes mahoraises. Voilà, ça se fait en parallèle de coups d'éclat autour, par exemple, de la constitutionnalisation de l'IVG, de l'autonomie corporelle pour la femme française qui serait libre de tous ses choix, de sa sexualité. Donc cette exaltation féministe qui existe et qui concerne beaucoup un type de population existe en fait de façon très contrastée avec d'autres réalités où il y a des personnes, par exemple handicapées, en IME ou en hôpital psychiatrique ou en institution, qui sont contraceptées de force et stérilisées. Il y en a. Il y a des rapports qui existent sur la stérilisation forcée en France. Par exemple, pour entrer dans un IME, donc un établissement spécialisé, quand vous êtes une personne handicapée, vous devez être contracepté. C'est une condition. On ne peut pas vous accepter sinon. Pourquoi ? Puisqu'il y a beaucoup de violences sexuelles qui s'y passent, et aussi parce que les personnes handicapées, on leur refuse le droit de faire famille. Elles n'ont pas droit à la vie autonome et à des dispositifs qui leur permettraient d'être parents. Et donc, cette pilule, elle permet concrètement de gérer en fait, des cas de viol ou empêcher de faire famille. Et ça existe en parallèle de notre lutte pour un accès, par exemple, à un planning de façon accessible en zone rurale. Et donc, il y a des problématiques très différentes qui existent, qui n'invalident pas l'expérience d'une ou de telle communauté, mais qui doivent être articulées ensemble pour ne pas répéter justement aussi des logiques oppressives et des réflexions qui effaceraient le vécu des autres. Et c'est pour ça que le travail de vous, en tant que chercheuse, est très important pour nous dire ces réalités, elles existent ensemble. Voilà. Et au Pérou, en fait, il y a des luttes féministes qui aboutissent à des victoires, et il y en a d'autres qui concernent d'autres populations qui sont en fait dans des héritages coloniaux, post-coloniaux, comme tu disais.
J'irais même plus loin. Ce que j'apprécie dans le concept de justice reproductive, au-delà de montrer la continuité historique, oui, parce que je suis historienne, c'est très important pour moi, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que en fait, ces politiques, quand elles favorisent une certaine population, elles dévalorisent une autre. Et l'exemple états-unien est crystal clear, il est éclairant à ce point de vue, parce que les premières tentatives du mouvement conservateur contre le droit à l'avortement, elles ont ciblé tout d'abord les femmes non blanches. Hein. C'est d'abord la manière dont l'avortement ne devait pas être facilité pour les femmes noires, qui a permis d'abord à l'offensive du mouvement conservateur contre le droit à l'avortement, qui mène alors je sais plus comment dire en français, mais à overturning Roe. C'est d'abord dans le sud des États-Unis, qu'il s'ancre, parce que une des manières de dévaloriser le droit à l'avortement, c'est de dire à quel point les femmes irresponsables y ont accès. Et parmi le stéréotype le plus long, hein, qui a la longévité le plus long aux États-Unis, parmi les femmes irresponsables, c'est les femmes noires. Hein. Donc, l'une des premières offensives, c'était contre les femmes noires. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'était qu'il y a une indissociabilité entre les deux, hein, et que la justice reproductive, elle permet de penser les deux en même temps, ni de privilégier l'un ni l'autre, et surtout pas de les hiérarchiser. Merci beaucoup, c'est intéressant ce que tu dis sur l'appel à responsabilité de ces États un peu qui se disent providence. C'est ce que Emmanuel Macron a prononcé comme mot suite aux révoltes qu'il y a eu après l'assassinat de Naël en juin 2023. Il a appelé à responsabilité des parents qui sont jugés être responsables de la colère légitime de leur enfant, et ça allait avec un pack de propositions, notamment de réduire des aides sociales. Et pour certaines personnes qui auraient pu être arrêtées, des personnes très très jeunes, qui sont mineures, qui sont des enfants, la perte d'un logement social. Donc on voit que là, la question de la justice reproductive, c'est-à-dire qui aussi a le droit d'exister pleinement avec ses enfants dans l'espace public et à faire famille sans être ciblé par un eugénisme ou une discrimination, une stigmatisation permanente de mauvais parents avec tous les stéréotypes qu'il y a. Et dans le cas du Pérou, c'est vrai que cette hiérarchisation, cet eugénisme, ça a été vraiment le cœur aussi de politique publique, si tu peux nous... Oui, pour continuer sur ce que vous disiez, d'une déshumanisation complète des femmes, dans le sens aussi où, comme le disait Christelle, dans la même lignée, les femmes, par exemple, paysannes, quechua, on va dire, bah non, mais elles font des enfants sans réfléchir, elles font des enfants, je cite, comme des cochons d'Inde. C'est une expression pour dire quand on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc cette déshumanisation, elles ont pas c'est comme si elles n'avaient pas de libre arbitre, de choix, de pensée, et donc elles sont traitées presque comme des enfants, quoi, comme s'il fallait prendre le choix à leur place. Et je dis pas qu'il faut faire ça avec les enfants, mais je veux dire, c'est juste pour expliquer. Mais cette déshumanisation des femmes indigènes et aussi de toutes les femmes des pays du Sud vis-à-vis des pays du Nord, parce que c'est toutes ces femmes-là, toutes les femmes des pays du Sud qui subissent les injonctions impérialistes et coloniales, néocoloniales des pays du Nord dans leur politique publique concernant les droits reproductifs. Fait que voilà, le concept de justice reproductive, il est hyper fort. C'est que ça nous permet justement de prendre en considération tout ça quand on parle des droits sexuels et reproductifs. On ne va pas juste
se concentrer sur l'avortement sans voir, de façon occidentalo-centrée, sans voir que justement cet avortement-là, il fonctionne dialectiquement avec l'histoire des stérilisations forcées ou autres types de violences faites aux femmes. Merci. Merci beaucoup. À propos de la réalité justement de l'accès aux droits sexuels et reproductifs en France, on aimerait peut-être vous entendre, on a le temps d'échanger. Est-ce que vous pouvez nous parler d'entraves systémiques que vous constatez ou bien de questions que vous auriez sur le concept ou dans vos pratiques? N'hésitez pas. Merci. Ça peut être un ajout également. Du coup, pour rebondir, on peut peut-être revenir justement sur la différence entre DSSR, les droits sexuels et reproductifs, et la justice reproductive en France. Et peut-être que Dr Mounia El-Kotni pourra nous dire si elle le souhaite. On a effectivement des dispositifs qui existent, on a une politique publique, des établissements, des PMI. Concrètement, pour certaines personnes, la capacité, la possibilité d'être suivi, de prononcer et d'incarner un choix et un consentement éclairé face aussi à des solutions qu'on propose, par exemple autour de l'accouchement, sont très entravées par plusieurs facteurs. Est-ce que Mounia, tu as envie, tu es OK pour nous parler de ton terrain qui complète beaucoup sur les personnes allophones en France, puisqu'elle a présenté sa recherche il n'y a pas longtemps, et leur accès? Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Mounia El-Kotni, je suis anthropologue, je suis collègue de ces formidables femmes sur scène. Du coup, oui, effectivement, je trouve que ce qui était très intéressant, c'est que vous montrez que tout fonctionne, en fait, comme disait Rosa Muriel, en dialectique, et que la justice reproductive, moi, je le vois comme un puzzle. Et donc, ça permet, en fait, chacune va avoir des luttes très spécifiques, et c'est important de pouvoir concentrer nos efforts à un endroit, mais qu'en fait, ensemble, on va pouvoir faire levier de justice sociale. La recherche que mentionne Johanna Soraya, c'est sur l'accès aux soins des femmes non francophones. Du coup, on a travaillé essentiellement en région parisienne sur la question de la langue, parce que souvent, les études vont montrer qu'il y a la précarité qui joue un rôle pour les femmes primo-arrivantes, la connaissance du système de santé. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe quand un professionnel de santé et une patiente ne peuvent pas partager de langue commune, parce que la patiente va être non francophone, parce que le professionnel ne va pas parler anglais, par exemple. Du coup, on s'est vraiment intéressé à cette question de la langue, et avec l'association qui s'appelle Fable Lab, qui fait de la médiation linguistique. Et on a vraiment, voilà, dans la première phase du projet qu'on a présenté récemment, et je pourrais partager le rapport, on a montré les discriminations linguistiques, vraiment cet agacement que vont avoir les professionnels de... cette personne ne parle pas français, en fait, je n'ai pas à faire cet effort-là. Et dans une table ronde que j'avais organisée il y a quelques semaines à la présentation du rapport, une médecin, Fatimata Diagana, disait, en fait, pour moi, pouvoir avoir un outil de traduction, que ce soit un interprète, une interprète, ou voilà, des outils qui fonctionnent, c'est la base. C'est ce qui permet, c'est un droit, en fait, l'accès aux soins pour tout le monde. Et sinon, c'est comme si on demandait à la patiente en examen gynéco d'arriver avec son spéculum. Et je trouvais que c'était quand même assez parlant, en fait, de dire, et après, il faut quoi? Il faut que les patientes amènent les compresses. Et en fait, on a du mal à faire cette analogie. Et s'il y a une responsabilisation des patientes sur cette question de la langue. Et donc, c'est une barrière, c'est quelque chose qu'on va continuer à explorer dans la seconde phase de la recherche. La place aussi en France du fait de parler français. Et il y a la classe sociale, il y a beaucoup de choses en fait qui se jouent dans la question du français. Donc voilà, ça s'imbrique aussi dans cette question de l'accès, parce que la justice reproductive, voilà, c'est de se dire, c'est pas uniquement des droits qui sont écrits, c'est quel accès en fait on peut avoir à ces droits. Donc oui, tout le monde devrait avoir accès aux soins, peu importe la langue, c'est une discrimination, mais en fait en pratique, on voit bien qu'il y a des mécanismes parfois très flagrants, parfois plus subtils, qui empêchent cet accès et qui responsabilisent encore, dans le cas sur lequel on a travaillé, les femmes dans leur accès à la santé. Voilà.
Merci beaucoup. Du coup, c'est vrai que tu parlais là, les droits sont là. Quid de l'accès, du coup, concrètement aux droits et des conditions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, je suis Sylvaine Devrienne, je travaille à Médecins du Monde sur le programme CATRI, donc c'est en lieu de vie indigne, insalubre, instable, informel sur Nantes. Et donc on accueille des femmes qui vivent dans des habitats, notamment qui sont hébergées dans des hôtels 115, avec des courtes durées et une impossibilité de se projeter dans l'avenir. Et du coup, l'accès, effectivement, potentiellement, il existe. Il y a de l'accès aux droits et aux soins. Sur Nantes, c'est clair qu'il y a des dispositifs, il y a des PMI, il y a des dispositifs. Après, le problème, c'est de pouvoir y aller, avoir la disponibilité d'esprit, parce qu'il y a toutes les problématiques autour des conditions de vie. C'est pour ça qu'on parlait d'environnement. C'est sûr que quand on ne sait pas où on va habiter le lendemain, si on va pouvoir effectivement assurer ce suivi, est-ce qu'on va pouvoir trouver à manger pour ses enfants, comment est-ce qu'on va faire pour cuisiner, est-ce qu'on n'a pas de cuisine, ou on trouve aller à l'autre bout de la ville pour trouver des denrées qui deviennent de plus en plus difficiles à avoir parce qu'il y a de moins en moins, il y a beaucoup de problèmes de distribution alimentaire aussi. Tout ça, ça impacte. Et puis les femmes dans les bidonvilles, c'est la même chose. Passer ces journées à s'occuper des enfants, des machines à laver, de faire la cuisine, de faire toutes les tâches ménagères en plus du travail dans le maraîchage, parce que dans notre région, on travaille dans le maraîchage. Donc c'est des journées qui sont remplies de 4h du matin à 10h du soir pour s'occuper de tout. Et du coup, la santé, ça passe un peu derrière. Et c'est compliqué. Après, il y a... nous, en tout cas, des choses qu'on voit qui sont positives et qu'on peut apporter, nous, par exemple, par rapport avec notre programme, c'est de sortir les personnes de l'isolement et un peu de sortir chacune de ces problématiques qui sont souvent un peu les mêmes, et donc sortir de la chambre d'hôtel, de pouvoir parler avec d'autres femmes, de pouvoir sentir la force du groupe, de voir que d'autres ont trouvé d'autres ressources et les partager, les mettre en commun et avancer et se montrer les unes les autres comment on fait pour aller faire telle démarche, etc. Ça, c'est des choses quand même qui peuvent permettre d'avancer dans cette justice reproductive. Voilà. Merci beaucoup pour ce point sur l'autodéfense aussi, la santé communautaire, qui du coup peuvent exister en parallèle de programmes plus institutionnels ou associatifs. Est-ce que vous voulez rebondir ? Bonjour, je suis Najette, sage-femme travaillant pour Médecins du Monde. Mais je voulais juste partager en fait mon expérience en tant que sage-femme à l'hôpital. Je travaille 10 ans à l'hôpital et en fait toutes les notions ont beaucoup parlé. Déjà en tant qu'étudiante sage-femme, où on nous a appris par exemple le syndrome méditerranéen. Donc les femmes maghrébines qui surexprimaient leur douleur. Et en fin de compte, là, il y a des études récentes qui montrent qu'en fait, les femmes maghrébines ont reçu beaucoup, beaucoup moins de péridurale, ou la gestion de la douleur était beaucoup moins prise. Je me rends compte aussi que parfois on passe par des raccourcis en se disant pour faciliter tel public, notamment des publics précaires, on va leur proposer que l'implant et pas proposer d'autres choses en se disant que ça va leur faciliter la vie, alors qu'en fait on connaît pas leur vie, on connaît rien du tout. Toutes les fois où j'ai examiné les patientes sans leur demander l'autorisation, en disant je vais vous examiner, enfin vraiment toutes ces choses en tant que professionnel de santé, je trouve que le concept de justice reproductive va vraiment au niveau très terrain, très concret, et ça permet vraiment de réfléchir à ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ce qu'on aurait pu faire mieux. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, on revient sur le concept d'autonomie corporelle, en fait, au centre de la justice reproductive, de vraiment pouvoir être agente en fait de sa propre santé, de sa propre vie, dans les meilleures conditions, loin des violences, donc du racisme médical. Vous le savez, il y a quand même beaucoup de biais encore dans l'accès à la santé en France. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut conclure ? Oui, allez-y. Ce sera la dernière question. Bonjour tout le monde. Merci
pour cette intervention. Je voulais simplement... je me demandais, en fait, c'est plutôt une réflexion personnelle. Je me demandais pourquoi on était presque 100% de personnes assimilées comme femmes dans la salle. Est-ce que vous trouvez, en tant que spécialiste et professionnel, que c'est une bonne chose? Est-ce que vous, dans la salle, vous avez l'impression que c'est parce qu'on prend les clés de la boutique et que du coup, on se mêle de ce qui nous regarde et du coup, on va pouvoir avoir des éléments de langage et des clés pour aller plus loin et pouvoir articuler notre pensée et donc notre action. Voilà, c'était plutôt une réflexion / remerciement un peu global, parce qu'on se dit toujours oui, il n'y a que des meufs, pourquoi il n'y a que des meufs? Mais en fait, peut-être que c'est une bonne nouvelle, sans offense bien sûr, mais peut-être que c'est une bonne nouvelle parce qu'on prend les choses en main et on arrive à enfin s'organiser. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vous remercie. Justement, à 17h, il y a une table ronde qui s'appelle Boys Club 2.0. Quelle place pour les hommes dans le combat pour les droits et la santé sexuelle et reproductive? La santé sexuelle et reproductive. Donc, ça introduit parfaitement les échanges que vous allez pouvoir produire là-bas. Et on espère bousculer un petit peu les choses. On vous invite. Et du coup, je voulais conclure. Vous remercier beaucoup pour votre présence, votre confiance. Merci à vous pour votre attention. Il y aura un replay de la table ronde. Il y a également la possibilité d'échanger, évidemment, avec nos invités et entre vous. Par la suite, on a également... à 15h15, un mouvement que rien n'arrête, donc autour de la lutte pour l'avortement, avec Dr Salma Ajri qui est là, coucou, qui est passionnante. Je vous invite à l'écouter. Et on a l'expérience immersive qui s'appelle The Unheard Voice, qui vient de Médecins du Monde, Italie, et qui témoigne de façon poignante, je cite, des barrières que rencontrent les femmes pour accéder à ce soin essentiel qu'est l'avortement. C'est à l'entrée de Ground Control. Apparemment, c'est assez marquant. Donc voilà, si c'est pas votre mood aujourd'hui ou que ça peut réveiller certaines choses, n'y allez pas. Et si vous avez envie, n'hésitez pas. Merci. Au revoir.